En 1960, le voyage en avion à réaction était un luxe, un spectacle, quelque chose qui se produisait dans une poignée de grands aéroports dotés de longues pistes et d'équipements très coûteux. Si vous viviez à Tulsa, à Syracuse ou à Des Moines, vous ne preniez pas de jet, vous preniez des avions à hélice. Votre aéroport ne pouvait rien accueillir d'autre. Les pistes étaient trop courtes, l'équipement au sol n'existait pas, les infrastructures n'étaient pas conçues pour l'avenir. Et les compagnies aériennes avaient un problème. Elles ne pouvaient pas desservir les petites villes avec des jets. Elles ne pouvaient pas continuer à les desservir éternellement avec des avions à hélice. Et elles ne pouvaient pas tout simplement abandonner la moitié de l'Amérique. Alors, Boeing fit quelque chose que personne n'avait jamais fait. Ils construisirent un avion à réaction qui n'avait pas besoin que les aéroports s'adaptent à lui. C'est lui qui s'adaptait à eux. 3 moteurs montés à l'arrière. Une aile faite pour des pistes incroyablement courtes. Un escalier intégré. Sa propre alimentation électrique. Un avion capable d'atterrir sur un terrain avec rien d'autre que du bitume et une clôture, et de redécoller sans l'aide de personne. Le Boeing 727. 1832 exemplaires construits. L'un des avions de ligne les plus vendus de l'histoire. L'appareil qui transforma le voyage en jet d'un privilège exclusif en quelque chose à la portée de tous. Mais le 727 ne se contenta pas de relier des villes. Il connecta tout un pays à l'avenir, puis s'effaça si complètement dans le décor que l'on oublia qu'il avait un jour été révolutionnaire. Voici l'histoire du jet qui rendit l'avion banal. Pour comprendre pourquoi le 727 était révolutionnaire, il faut d'abord comprendre à quoi ressemblaient les aéroports américains dans les années 1960. Les grandes plaques tournantes comme New York, Los Angeles et Chicago avaient massivement investi dans des infrastructures qui étaient adaptées à l'ère du jet. Leurs pistes avaient été allongées à 10 000 pieds ou plus. Elles avaient installé les groupes de parc au sol nécessaires au démarrage des moteurs à réaction. Elles avaient acheté les escaliers et les équipements requis pour embarquer les passagers à bord de ces nouvelles machines. Mais l'Amérique comptait des centaines d'aéroports plus petits que les compagnies aériennes devaient desservir. Ces aéroports disposaient de pistes faites pour les DC-3 et des Convair longues de 5 000 à 6 000 pieds en général. Ils avaient des aérogares dont les portes ouvraient directement sur le tarmac. Ils avaient des équipes au sol formées sur des avions à hélice. Les jets existants ne pouvaient pas y opérer. La vitesse d'atterrissage du 707 était trop élevée, ses exigences en longueur de piste trop contraignantes. Même si l'on pouvait techniquement poser l'appareil, il était impossible de le redémarrer sans un équipement d'alimentation externe qui n'existait pas sur place. Les compagnies aériennes faisaient donc face à un choix inconfortable. Elles pouvaient desservir les petits marchés avec des avions à hélice de plus en plus obsolètes en regardant les passagers se tourner vers des concurrents qui exploitent des jets sur les lignes principales. Ou bien elles pouvaient tout simplement abandonner les villes plus petites. Aucune de ces deux options n'était acceptable. Eastern Airlines, United Airlines et American Airlines s'adressèrent à Boeing avec une demande précise. Elles avaient besoin d'un jet capable d'opérer depuis l'aéroport de LaGuardia à New York, dont les pistes ne faisaient que 7000 pieds. Plus important encore, elles avaient besoin d'un jet capable d'opérer depuis les centaines d'aéroports plus petits de leur réseau, disposant de moins encore. Le résultat allait fondamentalement changer la façon dont les Américains voyageaient. La caractéristique la plus distinctive du 727 saute immédiatement aux yeux de quiconque en aperçoit un. 3 réacteurs montés à l'arrière du fuselage avec un empennage en T distinctif s'élevant au-dessus d'eux. Cette configuration ne relevait pas d'une préférence esthétique. C'était la solution à un problème d'ingénierie impossible. Le défi de Boeing consistait à atteindre les performances à basse vitesse nécessaires pour les pistes courtes, tout en maintenant l'efficacité à haute vitesse indispensable pour une exploitation rentable. La réponse résidait dans le fait de garder les ailes dégagées. Une configuration conventionnelle avec moteur monté sous les ailes, comme sur le 707, imposait des compromis. Les moteurs perturbaient l'écoulement de l'air sur l'aile, limitant la portance que l'appareil pouvait générer à basse vitesse. Grâce au montage des 3 moteurs à l'arrière, Boeing libéra l'intégralité de l'aile pour les dispositifs hypersustentateurs. Le résultat fut le système à l'air le plus sophistiqué jamais installé sur un avion commercial jusqu'alors. Des volets Fowler à triple fente se déployaient depuis le bord de fuite, augmentant la surface à l'air de 25% en position entièrement sortie. Des becs de bord d'attaque et des volets Kruger travaillaient à l'avant de l'aile.
Ensemble, ces dispositifs atteignaient un coefficient de portance maximale de 3,0, considérablement supérieur à celui de tout appareil comparable. L'effet pratique était saisissant. Le 727 pouvait atterrir à des vitesses d'approche de 120 à 150 nœuds. Il pouvait opérer confortablement depuis des pistes qui auraient été suicidaires pour ses grands frères. Mais la configuration en moteur arrière créait ses propres défis. Le moteur central nécessitait que l'air l'atteigne à travers le fuselage, imposant un conduit en S qui acheminait l'air d'admission depuis le dessus du fuselage à travers la dérive verticale, puis vers le bas jusqu'au moteur. Ce conduit en S était une prouesse d'ingénierie qui causa initialement à Boeing de sérieux maux de tête. Lors des premiers essais en vol, le trajet complexe de l'écoulement d'air provoquait des distorsions et des pompages moteurs durant les décollages à forte puissance. Les ingénieurs résolurent le problème en ajoutant des générateurs de vortex, de petites ailettes qui contrôlaient l'écoulement d'air et éliminaient le pompage. L'empennage en T qui complétait la configuration posait ses propres risques. Le montage du stabilisateur horizontal au sommet de la dérive verticale le maintenait à l'écart des gaz d'échappement des réacteurs, mais cela créait la possibilité d'un décrochage profond, où l'écoulement d'air perturbé provenant d'une aile en décrochage pouvait recouvrir les surfaces de l'empennage et rendre la récupération impossible. Boeing y remédia par une conception aérodynamique minutieuse et des procédures opérationnelles strictes. Le 727 allait servir en toute sécurité pendant des décennies, bien que les pilotes l'aient toujours traité avec le respect qui s'imposait. La capacité du 727 à opérer depuis des pistes courtes n'aurait eu aucun sens s'il avait encore nécessité une infrastructure au sol extensive. La solution de Boeing fut de rendre l'avion entièrement autonome. Installé dans l'âme de la poutre de quille, dans le compartiment du train d'atterrissage principal, se trouvait un groupe auxiliaire de puissance, un petit moteur à réaction qui produisait de l'électricité et de l'air comprimé. Avec l'APU en fonctionnement, le 727 pouvait alimenter sa propre climatisation, faire tourner ses systèmes électriques et démarrer ses moteurs principaux sans aucun équipement externe, quel qu'il soit. Pour les aéroports qui n'avaient jamais vu un avion à réaction, cela était transformateur. Un 727 pouvait atterrir sur un terrain isolé, couper ses moteurs, embarquer des passagers, redémarrer et repartir sans nécessiter la moindre pièce d'équipement au sol spécialisé. Mais Boeing alla plus loin. L'entreprise installa quelque chose qui allait devenir la caractéristique la plus distinctive et la plus controversée du 727. Intégré dans le fuselage arrière, sous le moteur central et le conduit en S, se trouvait un ensemble d'escaliers ventraux. D'une simple pression sur un bouton depuis le cockpit, ces escaliers se déployaient vers le bas, créant une entrée d'embarquement des passagers qui ne nécessitait absolument aucun équipement au sol. Le 727 pouvait littéralement atterrir dans un aéroport ne disposant de rien d'autre qu'une piste et une clôture, embarquer des passagers ayant traversé le tarmac à pied et repartir vers n'importe quelle destination dans le monde. Cette indépendance était révolutionnaire. Les compagnies aériennes pouvaient soudainement desservir des villes qui avaient été considérées comme impossibles pour un service de jet. L'économie de l'aviation changea du jour au lendemain. Lorsque le 727 entra en service avec Eastern Airlines le 1er février 1964, il commença immédiatement à transformer l'aviation américaine. Les compagnies aériennes déployèrent le nouveau jet sur des lignes qui n'avaient jamais connu de service à réaction auparavant. Des villes comme Syracuse, Rochester et Tulsa se retrouvèrent soudain connectées à l'ère du jet. Des passagers qui s'étaient résignés aux avions à hélice se retrouvèrent à embarquer à bord d'appareils élégants et modernes. L'effet sur les habitudes de voyage des Américains fut profond. Avant le 727, le voyage en jet était quelque chose de spécial. C'était ce que l'on faisait pour traverser un océan ou voler d'une côte à l'autre. La plupart des trajets intérieurs se faisaient encore à bord d'avions à hélice, plus lents, plus bruyants et de plus en plus dépassés. Après le 727, le voyage en jet devint la norme. L'appareil reçut le surnom de DC-3 de l'ère du jet, le comparant à l'avion de ligne Douglas qui avait similairement révolutionné le transport aérien dans les décennies précédentes. Comme le DC-3, le 727 devint l'épine dorsale des flottes aériennes. Comme le DC-3, il ouvrit de nouveaux marchés et créa de nouvelles habitudes de voyage. Lorsque Boeing mit fin à la production en septembre 1984, l'avionneur avait construit 1832 exemplaires du 727. C'était l'avion de ligne à réaction le plus vendu de l'histoire, un record qui tiendrait jusqu'à ce que le 737 le dépasse finalement au début des années 1990. Pour toute une génération d'Américains, le 727 fut leur introduction au voyage en jet.
La première fois qu'ils ressentirent la puissance douce d'un décollage à réaction, la vitesse et le silence d'une croisière à 30 000 pieds, la modernité du transport aérien, cela se passa à bord d'un 727. Lorsque les compagnies aériennes découvrirent la popularité du 727, elles souhaitèrent davantage de capacité sur leurs lignes les plus fréquentées. Boeing répondit en 1967 avec le 727-200, une variante allongée qui ajoutait 20 pieds au fuselage et une capacité de 58 passagers supplémentaires. L'avion plus long conservait toute la flexibilité opérationnelle de l'original tout en améliorant considérablement la rentabilité sur les lignes à forte demande. Les compagnies aériennes pouvaient désormais utiliser le 727 sur les lignes principales où elles avaient auparavant eu besoin d'appareils plus grands, ou elles pouvaient simplement transporter davantage de passagers sur les lignes où le 727 original avait connu un tel succès. Le 727-200 devint la version définitive de l'appareil. Sur les 1832 exemplaires du 727 construits, la majorité était de la variante allongée. Les compagnies aériennes lui trouvèrent des utilisations sans fin. La combinaison de flexibilité en matière de piste, d'autonomie au sol et désormais de capacité substantielle du 727 en fit la solution universelle pour le transport aérien à réaction. L'escalier arrière intégré du 727, cette merveille d'ingénierie qui permettait de desservir des aéroports isolés, allait devenir tristement célèbre pour une toute autre raison. Le 24 novembre 1971, un homme se faisant appeler Dan Cooper monta à bord du vol 305 de Northwest Orient, un 727 reliant Portland à Seattle. Peu après le décollage, Cooper remit à une hôtesse de l'air un mot affirmant qu'il avait une bombe. Il exigea 200 000 $ en espèces et 4 parachutes. Après que les passagers eurent débarqué à Seattle et que l'avion eut été ravitaillé en carburant, Cooper ordonna à l'équipage de décoller en direction de Mexico. Une fois en vol au-dessus du nord-ouest du Pacifique, il abaissa l'escalier arrière du 727, attacha l'argent à son corps et sauta dans la nuit. Il ne fut jamais retrouvé. Malgré l'une des enquêtes les plus approfondies de l'histoire du FBI, D.B. Cooper, comme on finit par le surnommer, reste l'auteur du seul détournement d'avion non résolu de l'histoire de l'aviation commerciale. L'affaire entraîna des changements immédiats en matière de sécurité. Boeing développa ce qui devint connu sous le nom de Cooper Vane, volet Cooper, un simple dispositif aérodynamique qui empêchait l'escalier arrière de s'abaisser lorsque l'avion était en vol. La modification fut installée sur tous les 727 et mit effectivement fin à la possibilité d'une autre évasion à la Cooper. Mais le détournement mit en lumière quelque chose dans la philosophie de conception du 727. Les caractéristiques qui le rendaient si polyvalent sur le plan opérationnel, l'autonomie, l'indépendance vis-à-vis des infrastructures au sol, la facilité d'accès, créaient également des vulnérabilités qui n'avaient pas été envisagées à une époque antérieure au terrorisme aérien. Dans les années 1980, le règne du 727 touchait à sa fin. L'ingénierie même qui avait rendu le 727 révolutionnaire en 1963 le rendait de plus en plus obsolète 2 décennies plus tard. 3 moteurs nécessitaient plus de carburant que 2. Des moteurs montés à l'arrière exigeaient un renforcement structural complexe qui ajoutait du poids. L'empennage en T créait des complications de maintenance que des configurations plus simples évitaient. Le 737 et le 757 de Boeing, ainsi que l'Airbus A320, offraient une efficacité bimoteur que le 727 ne pouvait égaler. Les nouvelles technologies de motorisation signifiaient que 2 turboréacteurs à double flux modernes produisaient plus de poussée de manière plus fiable avec moins de carburant que 3 turboréacteurs plus anciens. Les compagnies aériennes commencèrent à retirer leur flotte de 727 et au début des années 2000, l'appareil avait pratiquement disparu aux États-Unis. L'avion qui avait rendu le voyage en jet ordinaire devenait lui-même hors du commun. Une relique d'une époque antérieure où la polyvalence opérationnelle importait plus que l'efficacité énergétique. Mais le 727 ne disparut pas entièrement. Sa construction robuste et sa polyvalence opérationnelle en faisaient un appareil idéal pour les opérations cargo dans les régions du monde où les infrastructures étaient limitées. À mesure que les 727 passagers étaient retirés des compagnies aériennes américaines, beaucoup trouvèrent une seconde vie en transportant du fret en Afrique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient. En 2013, 109 exemplaires du 727 étaient encore en service commercial dans le monde. 3 ans plus tard, ce nombre était tombé à seulement 64 appareils opérant au sein de 26 compagnies aériennes.
Encore aujourd'hui, des décennies après la fin de sa production, le 727 apparaît occasionnellement dans l'actualité, généralement et tragiquement dans des rapports d'accidents liés à des opérations cargo dans des pays en développement où les qualités originelles de l'appareil comptent encore. Peut-être que l'histoire la plus étrange de toute l'histoire du 727 s'est produite en 2003, des décennies après la fin de la production de l'appareil. Le 25 mai 2003, un 727-223 immatriculé N844AA était stationné à l'aéroport Castro de Fevereiro à Luanda, en Angola. Il se trouvait là depuis plus d'un an, faisant l'objet de litiges financiers complexes. Ce soir-là, avec seulement 2 personnes confirmées à bord, aucune des 2 n'étant habilitée à piloter l'appareil, le N844AA roula jusqu'à la piste sans autorisation et décolla. Il ne fut jamais revu. L'appareil disparut quelque part au-dessus de l'océan Atlantique. Malgré des recherches approfondies menées par les agences de renseignement américaines, motivées en partie par les craintes post-11 septembre qu'un gros avion puisse être utilisé comme arme, aucune trace du N844AA n'a jamais été retrouvée. Les théories abondent. Certains pensent que l'appareil s'est écrasé en mer. D'autres suggèrent qu'il a atterri sur une piste isolée en Afrique. Quelques-unes avancent que les hommes à bord ont été contraints par des parties inconnues. Les caractéristiques de conception du 727, sa capacité à opérer avec une infrastructure minimale, à embarquer des passagers et à partir sans assistance au sol, rendaient tous ces scénarios plausibles. Lorsque vous montez à bord d'un monocouloir moderne aujourd'hui, vous vivez quelque chose que le 727 a rendu possible. L'idée qu'un avion en réaction puisse desservir n'importe quel aéroport disposant d'une piste de longueur suffisante, que l'infrastructure au sol soit standardisée et universelle, que les passagers de n'importe quelle ville puissent se connecter au réseau mondial du transport aérien, rien de tout cela n'existait avant que le 727 ne prouve que c'était réalisable. Boeing a construit un avion pour un moment précis de l'histoire de l'aviation, lorsque la promesse du voyage en jet existait, mais que l'infrastructure n'existait pas. Ils ont conçu des solutions à des problèmes qui n'existent plus, précisément parce que le 727 les a résolus. Les aéroports se sont agrandis. L'infrastructure est arrivée. Les équipements au sol spécialisés sont devenus universels. Et le 727 est devenu inutile de la seule manière dont les technologies réussies le deviennent, en amenant le monde à considérer que ce qu'il avait accompli avait toujours été possible. Pour les baby-boomers qui se souviennent de leur premier vol en jet, le 727 reste une icône. C'est l'avion qui les a fait passer d'une enfance à hélice à une vie adulte propulsée par réaction, des aéroports provinciaux vers le vaste monde. Pour les historiens de l'aviation, le 727 représente quelque chose de plus rare, un avion conçu non pas pour ce qui existait, mais pour ce qui devait exister. Chaque choix d'ingénierie, des 3 moteurs montés à l'arrière à l'escalier intégré en passant par le groupe auxiliaire de puissance, servait une vision de l'aviation que Boeing a fait advenir par sa seule volonté. 1832 appareils, des millions de passagers, des décennies de service. Le DC-3 de l'ère du jet a mérité son surnom en faisant exactement ce que le DC-3 original avait fait. Il a pris une technologie du futur et en a fait le moyen de transport du présent. Le Boeing 727 n'a pas simplement transporté des passagers de ville en ville. Il a fait passer l'aviation américaine d'une époque à une autre, rendant le voyage en jet si ordinaire que nous avons oublié qu'il fut un jour extraordinaire. Maintenant, avant de partir, l'algorithme YouTube pense que vous allez aimer cette vidéo ensuite. Alors pourquoi ne pas aller la voir ?